je m'appelle Garcia Reduit. Je suis né le 30 décembre 1933 à la ferme des Vergers. Une particularité, on m'a appelé Garcia. Chacun peut être un peu étonné de ce prénom. Comme il y avait beaucoup de Reduits à Saillon, mon père avait lu l'histoire de Garcia Moreno, qui était président de l'Équateur, un grand catholique, et il avait trouvé que ce prénom m'allait bien. Je fais partie d'une grande famille des Reduits. Mon ancêtre Joseph Reduit, qui a connu l'histoire de Farinet, a été président de Saillon en 1900. Et pour suivre un peu le trajet de la famille, mon père Hubert Reduit a été président de Saillon de 1948 à 1952, donc il était président en 1950. Et en 2000, c'était encore un Reduit qui était président, c'était mon cousin Benjamin Reduit. Mon père a fait un tout petit peu d'études, mais il a été tout de suite intéressé par le développement de l'agriculture. Dans les années 20, la plaine du Rhône a été assainie. On a vécu la mise en culture du grand domaine de la Savoie. Et en 1930, tout près de la Savoie, mon père a construit la ferme des Vergers. Nous étions 8 enfants. Je suis le 4e de la fratrie, 4 garçons et 4 filles. Alors quand j'étais petit, je disais j'ai 3 frères, 4 sœurs. Et les premiers de la famille, étant donné que nous avions quand même un domaine à l'époque pas très grand, mais il n'y avait quand même pas le revenu nécessaire pour faire vivre toute la famille. Donc les premiers de la famille, mon frère Michel a fait l'école de Châteauneuf, ma sœur Jeanne a fait l'école ménagère de Châteauneuf, mon frère Edmond a fait aussi l'école de Châteauneuf. Et après les jeunes, nous avons été dirigés dans notre profession. J'ai moi-même fait l'école de commerce au collège Sainte-Marie à Martigny. Ma sœur Laetitia a fait l'école normale, a enseigné longtemps en primaire, puis a fini comme professeur de dessin. Rosie a fait l'école de commerce aussi, et a, entre autres, travaillé quelque temps comme correctrice à l'imprimerie Saint-Augustin. C'est pour ça qu'elle s'est toujours passionnée pour les mots. Elle faisait partie des clubs de Scrabble. Mon frère Josie, elle a fait le collège à Saint-Maurice, et puis des études théologiques, puisqu'il a été nommé chanoine de l'abbaye Saint-Maurice, vicaire à Vaudège, curé de Bagne, puis il est retourné à l'abbaye avec différentes fonctions, entre autres comme prieur, pour être ensuite nommé père abbé de Saint-Maurice, et malheureusement atteint d'un cancer foudroyant à l'âge de 75 ans. Il est mort le 16 décembre 2015, le jour de son 76e anniversaire. Et puis la dernière de la famille, Marie-Édith, a aussi fait de l'école de commerce. Et fait particulier, c'est que en 1962, quand nous avons fait le premier partage, les enfants ont repris la dette initiale de la construction de la maison, 32 000 francs, dette qui n'a jamais été amortie parce que mes parents se sont contentés de payer chaque année les intérêts de la dette, mais on payait des études à tous les enfants de la famille. Mon père s'est lancé dans l'agriculture. Pour promouvoir l'agriculture, il s'est surtout lancé dans les pépinières. Il fallait arboriser toute la plaine et il fallait faire des arbres. Et ça a été une grande passion pour lui. Et il a fait dans les années 20-30 beaucoup de concours qu'il a gagnés. C'était à la période où le Valais se développait très fort du point de vue agricole, surtout sous l'impulsion de la nouvelle école d'agriculture de Châteauneuf, qui a été déplacée des Cônes à Châteauneuf.
Il a connu ma mère, qui était institutrice, qui était venue depuis Vérossa pour enseigner à Saillon. Et d'une fois que les enfants sont arrivés, elle a arrêté l'enseignement, mais ça a été la meilleure éducatrice qu'on a eue dans la famille. Pour revenir à cette période de l'enfance, nous habitions à la ferme des Vergers, c'est 1,5 km du village, et je me souviens des épopées que nous avions pour partir en groupe depuis la ferme, surtout à pied, et aussi parfois en vélo, à 2 ou 3 sur le vélo, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un vélo pour chacun. Et si par la suite j'ai toujours été à l'aise, soit comme fusil de montagne, dans les marches, c'est qu'on a appris à marcher. On faisait 4 fois par jour le trajet, et même des fois en plus. On remontait encore le soir à la laiterie, apporter une autre barre de lait. Et je me souviens aussi, nous étions du quartier, une équipe d'enfants pour rejoindre le village. On avait les bassards qui venaient depuis la Sarva, il y avait l'équipe de chez nous, il y avait l'équipe Claire. On montait ensuite à la Sarva, il y a tous les jeunes de la Sarva, et on était une bonne vingtaine d'élèves de la plaine pour arriver vers le C ensemble. Pour le développement de l'agriculture, nous avons surtout mis l'accent sur les arbres fruitiers, les variétés d'alors, les Canada, les francs roseaux. Puis on avait toute une série de nouvelles variétés, soi-disant. Mon père était très proche des stations agricoles de Châteauneuf, l'école d'agriculture. Il a même donné des cours d'arboriculture à Châteauneuf, les cours centraux ensuite. Et en complément de cela, nous avions déjà la culture des asperges, qui était déjà réputée à l'époque, et puis aussi la culture des fraises. Pendant la guerre, la région de Saillon a produit énormément de fraises qui se vendaient très bien sur les marchés de Suisse allemande, en particulier sur Zurich. Et mon père a même fonctionné pendant plusieurs années comme contrôleur de fruits. Et tous les soirs, il allait soit à la gare de Saxon, soit à la gare de Chara, avec sa petite moto Allegro, contrôler les fruits qui partaient pour la Suisse allemande. Et nous avons déjà eu à l'époque le souci de l'écoulement des produits. Et il y avait à Saxon la fabrique d'Oxa. Mon père a été courtier pendant quelques années d'Oxa. Je dois avoir quelque part une photo où il est devant la camionnette d'Oxa qui venait chercher les fruits, chercher les légumes. À l'époque, on cultivait beaucoup les haricots. Une autre spécialité qu'on avait, c'était la production des semences de haricots, avec la fameuse fabrique Obenzach à Bâle. Un groupe de producteurs avait été créé dans la région, spécialement sur Fuy et Saillon, entre autres sous l'égide de M. Arnaud Feiss, qui était des voisins. Et je me souviens, la récolte des haricots devait se faire par des journées sèches, le plus tard possible en octobre. On pouvait ramasser que l'après-midi. Je me souviens qu'on avait fait appel plusieurs fois aux internés du camp de Tobruk. Toute une section était venue ramasser les haricots chez nous entre 1h et 3h de l'après-midi. Et les soirées d'hiver, on passait du temps à la table familiale à trier les haricots à la lumière de la bougie. Et puis ensuite, une grande nouveauté, c'était les lampes à carbure qui donnaient une lumière beaucoup plus nette. Par la suite, j'ai travaillé une année en Suisse allemande dans la fabrique Muttens, fabrique de produits antiparasitaires, pour laquelle mon père était représentant en Valais.
Et quand je suis revenu, après mon école d'Ocru et l'école sous-off, j'ai été engagé à Profruit, à Saxon, la Fédération des coopératives fruitières du Valais. Et là, j'étais vraiment dans mon milieu, étant donné que j'avais des racines profondes dans l'agriculture. Ce fut pour moi une période très intéressante. J'ai travaillé 15 ans dans ce milieu-là et on avait voulu, à l'époque, on avait eu le problème des tomates jetées au Rhône et avec la station cantonale d'horticulture, les sous-stations fédérales d'essai à Châteauneuf aussi, nous avons mis au point l'étude des nouvelles variétés, des nouvelles cultures en Valais, des différentes variétés de tomates, alors qu'à l'époque on n'avait qu'une seule variété, puis on avait toujours des problèmes de vente. Pour étaler la production sur plusieurs mois, les choux-fleurs, et je me suis spécialement engagé au développement de la culture des légumes de garde. Et là, nous avons vraiment fait un travail énorme. Et seulement pour la petite histoire, dans les années 60-70, seulement à la coopérative fruitière de Saillon, on avait fait une année 1 million de kilos de carottes et 600 tonnes d'oignons, sans compter à côté les céleris, les poireaux et tout autre légume de garde. Et non seulement nous avons produit, mais nous avons aussi vendu. C'est tout aussi produit en prospectant les marchés. Et là, nous avions mis au point le développement, disons, des méthodes de culture, les semis au tracteur, 4 lignes à la fois, les moyens d'arrachage à la machine, et puis ce qui était spécifique pour le Valais, c'était la production des oignons. Et j'avais vu que en Afrique ou en Italie, ils avaient comme moyen, ils avaient étendu les oignons pendant une semaine sur les pistes de débord d'aérodrome. C'était le seul moyen pour pouvoir vraiment sécher les oignons comme il faut à la récolte pour qu'on puisse les traiter ensuite. Alors chez nous, nous avions une autre faculté, une autre possibilité. Nous avons beaucoup de bise, beaucoup de vent. Alors nous avons seulement mis tous ces oignons récoltés dans des caisses ou dans des plateaux sur des palettes 40-60 et laissés carrément dans les champs plusieurs semaines. On procurait aux producteurs aussi des couvertures en plastique pour protéger de la pluie, ce qui a facilité après le conditionnement. Et nous sommes devenus, Profruit à l'époque, très grand fournisseur de légumes. Et nous avions cet avantage, par exemple pour les carottes, d'avoir une qualité extraordinaire. Le Valais a une terre maraîchère extraordinaire, une des meilleures de Suisse. Mon père a été dans les précurseurs, il a participé avec les premiers artisans de la région pour fabriquer la fameuse chaufferette Sarva, surtout en collaboration avec le domaine de la Sarva. Et nous avions eu des périodes de gel très graves. Par exemple, au mois d'avril 1957, nous avons allumé 21 soirs les chaufferettes, dont 16 soirs d'affilée. Et le lendemain, on était encore tout imbibé de mazout. On devait encore remplir les chaufferettes pour la nuit suivante. J'ai parlé d'irrigation. À l'époque, mon père avait vu à l'étranger, il était curieux de tout, et il avait vu que les rendements étaient bien supérieurs lorsque les vignobles étaient arrosés ou les cultures étaient arrosées. Et il a mis en route l'irrigation du coteau de Saillon. Il était président à cette époque. Et il a été secondé par un très bon comité de consortium. Et
Il a beaucoup œuvré dans ce sens, du fait que pour avoir la décision, il fallait avoir la majorité des surfaces et la majorité des propriétaires. Comme il était représentant, il connaissait pas mal de monde à l'étranger. Il a été trouvé les deux Torrentés à Sion, les Tissières à Martigny, et tout de suite il a eu la majorité des surfaces, parce que ces gens avaient pas mal de surfaces à Saillon. Une petite histoire entre deux, à propos de Tissières. Euh, et les gens étaient étonnés que papa soit occupé avec autant de passion et d'intérêt du vignoble, alors que nous n'avions pas de vigne. On avait eu une vigne, mais malheureusement, une année, il n'avait pas pu payer les intérêts, et la banque tissière nous a saisi la vigne. C'était vraiment très regrettable. Et du reste, on raconte qu'un bon propriétaire de Saillon avait un honneur à cœur d'aller toutes les années payer les intérêts à Martigny. Et quand il allait à Saxon prendre son billet, il disait Tissières et retour, mais pas Martigny et retour. Durant ces nuits de lutte contre le gel, on s'entraidait entre propriétaires, on se téléphonait pour dire contrôler le développement de la situation. Alors on avait des thermomètres dans plusieurs endroits. Je me souviens qu'un voisin qui avait un grand champ d'abricotier à côté de notre propriété arrivait avec son gros vélo militaire, parce il fonctionnait comme facteur à Saillon. Il était voir son verger, et puis comme à l'époque il n'avait même pas de lampe de poche, il a allumé une allumette sur le radiateur, sur le thermomètre, et puis il a dit « Hubert, ici chez moi, ça risque rien, il y a plus 5 ». Au sujet de la bourgeoisie, on pourrait dire que pendant la guerre, on a eu un camp d'internés polonais et qui avait construit des baraquements. Dans le quartier des Grands Épinets, à Saillon, c'est le grand territoire entre les deux rideaux d'abri sur la route de Fuy. Ils avaient construit une série de baraquements pour loger des ouvriers, et ils ont travaillé pendant plusieurs mois, une année ou deux peut-être, à l'assainissement de toute la région. Ils ont comblé les bas-fonds, nivelé, tiré les plans pour les chemins, et c'est mon père qui était président à ce moment-là. On a fait le lotissement de toutes ces parcelles-là, et la bourgeoisie a attribué à tous les bourgeois une portion à un prix un prix de revient, disons, du coût d'aménagement. Ça, c'était, disons, un bienfait pour les agriculteurs de Saillon. C'est sur le plan local. Tout jeune, j'ai été caissier, puis ensuite vérificateur de compte, puis ensuite président de la coopérative fruitière de Saillon. Ça m'a toujours tenu à cœur, disons, de regrouper les forces pour le développement des cultures, et puis surtout pour l'écoulement de notre production. Malheureusement, je dois constater maintenant que l'évolution fait que beaucoup de petits propriétaires disparaissent. Le système de culture change beaucoup. On a des cultures sous tunnel, des cultures sous verre. L'évolution est toute différente. Et alors qu'on avait une grande quantité de marchands expéditeurs du Valais, maintenant on est disons, un peu patronné par seulement une série de grands commerçants qui font un petit peu la loi, soit pour les fruits, soit pour l'orientation des cultures et des productions. Alors, une petite histoire au sujet des courges. J'avais fait une petite plantation de courges au bord de la route Saillon-Fuy, au fameux endroit Tobruk, qui avait été désigné Tobruk, c'était l'origine des soldats qui avaient travaillé là. Et on m'avait subtilisé les courges. Alors je m'étais souvenu qu'à la ferme, en été, mon frère Michel avait gravé les courges qu'on plantait sur la fumacière pour tenir au frais le fumier. J'ai eu l'idée alors de graver les courges
sur ma propriété en pensant que les gens ne nous auraient quand même pas volé les courges sur lesquelles j'avais inscrit le nom de mes enfants. Et j'en ai fait un petit peu une spécialité et beaucoup de gens ont profité de cette petite passion que j'avais de produire, de fournir à chacun un petit souvenir avec des motifs plutôt positifs. La courge, c'est une plante qui pousse très rapidement. Alors, dès qu'elle commence à se former, avec la pointe d'un couteau, on dessine, et sans trop déranger la plante autour, c'est une gymnastique. On dessine les lettres, puis il faut que les lettres pleurent. Si les lettres pleurent, ensuite ça sèche complètement et ça fait de belles inscriptions, comme on peut voir sur différentes photos que j'ai gardées en souvenir. Ayant de profondes racines paysannes, j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans mon village. Je me suis beaucoup impliqué dans toutes les sociétés, à commencer au temps de la jeunesse avec la GRC, où on montait des théâtres, on faisait des réunions d'études, vraiment pour apprendre à vivre, apprendre la foi. Et par la suite, nous avons vécu tous les changements qu'il y a eu dans l'Église après le synode 72. Nous avions le brave curé Follonier qui nous a dit « Il faut former un conseil pastoral, mais vous faites le boulot. Moi, je vous soutiens dans tout ce que vous faites, mais vous devez organiser. » Alors, je crois que j'ai été le premier président du conseil pastoral de Saillant et on a mis en route, nous avons fait comme c'est un peu organisé depuis, des commissions de la jeunesse, commission de la liturgie. Enfin, nous avons vraiment tout mis en route pour que la paroisse fonctionne bien. Et j'ai été beaucoup engagé avec mon épouse par la suite dans l'action catholique générale des foyers. Comme responsable, nous avons eu jusqu'à 2 ou 3 groupes de foyers à Saillant. On travaillait tout l'hiver sur des thèmes différents. Et on a même été responsable de point de vue cantonal pendant 11 ans. Et à l'époque, il fallait vraiment s'engager et faire un effort. Par exemple, je crois que j'ai été un des premiers lecteurs à l'église. Ce n'était pas évident pour nous. Et j'ai quand même assumé cette fonction pendant 42 ans. Ensuite, lié à tout cela, j'étais membre de la fanfare La Lyre. Je me souviens des leçons de solfège avec Mario Pagliotti qui venait depuis Martigny. L'étude de la musique, du solfège avec le régent Martin, directeur de fanfare, sergent trompette, sévère mais juste. Et pendant 43 ans, j'ai œuvré comme musicien, en passant un peu à tous les stades de responsabilité, comme caissier, responsable de la salle, et puis ensuite comme président quelques années. Mon père a aussi été fondateur de la Caisse Raiffeisen à l'époque, et j'ai poursuivi dans sa voie. Et il a été président du conseil d'administration pendant de longues années. Et moi, je lui ai succédé au comité comme secrétaire du conseil de surveillance pendant 9 ans. Et puis ensuite, pendant 28 ans, comme président du conseil de surveillance. Et j'ai vécu toute l'évolution de la petite Caisse Raiffeisen à l'époque, où on allait faire les séances chez le caissier, chez Jean-Laurent Chezeau. Et par la suite, nous avons suivi tout le développement de la banque, en engageant un gérant, en ayant un bureau à part, ensuite avoir un bureau de la Banque Raiffeisen à Saillant dans les locaux actuels, ensuite la fusion avec Létron. Et je pense que cette banque remplit vraiment une fonction très très importante. Et je suis fier d'avoir été dans les promoteurs à l'époque. Et dans toutes ces sociétés, comme
j'ai eu la chance d'avoir fait l'école de commerce et d'avoir à disposition une machine à écrire, une petite Hermès Baby, et que mon père avait aussi acquis un appareil, un duplicateur à encre, alors à taper des stencils. J'ai été un petit peu l'imprimeur des sociétés de Saillon, où j'ai imprimé les affiches pour les concerts, pour les lotos, pour les rapports annuels, pour les comptes. Enfin, j'ai toute une série de documents qui prouvent qu'à l'époque, j'avais rendu service à pas mal de monde. Naturellement, que maintenant, avec l'avènement d'Internet, des photocopieurs couleur, on a un petit peu dépassé, mais c'était quand même une belle époque. Et j'étais à l'origine aussi, ça c'est un fait particulier, j'ai eu l'honneur d'imprimer le premier numéro de La Terreur. À l'époque, avec Pascal Tur et Serge Tur, Célien Bertuchot, enfin toute une équipe de collègues avaient collectionné des histoires qu'on a imprimées. Mais comme à l'époque il y avait des tensions politiques dans le village, c'était certaines anecdotes n'ont pas toujours été très appréciées. Et j'ai même reçu une lettre de reproche de la part du juge de la commune, M. Alfred Chézot, du président de la commune, Jean-Laurent Chézot, comme quoi, alors que j'étais engagé dans les mouvements de jeunesse, c'était pas mon rôle de publier des choses pareilles. J'ai été sollicité pour faire partie de la commission scolaire pendant 10 ans. Et pendant que cette période-là, nous avons décidé de construire le nouveau collège. Et je me souviens la visite de l'inspecteur Lévy Pitlou en visite à Saillon. Il a dit « mais c'est pas possible, vous avez des classes dans 3 bâtiments différents, ça va plus, il faut construire une école communale ». Ce qui a été fait la période suivante. Oui, j'ai aussi eu l'avantage de faire partie de la commission d'apprentissage de Saillon, où on suivait tous les apprentis qui étaient en formation sur la commune. Et je me souviens d'avoir visité les entreprises et d'avoir été obligé d'intervenir parce que certains apprentis étaient vraiment pas mal considérés. Et nous avons fait, je pense, un bon travail, surtout sous la présidence de Charlie Terretta, qui était alors chef de service au centre valaisan, au centre de formation professionnelle à Sion. J'ai aussi eu le privilège d'être membre de la commission de la bourgeoisie et à cet effet, nous avions constaté malheureusement qu'un coin du chalet de Louis d'août avait été emporté par un ouragan. Alors on était intervenu à la commune nous avait alloué un montant de 5 000 francs sur Error pour remettre en état les lieux. Et étant donné qu'on avait vu cet alpage mal exploité, comme il n'y avait plus assez de bétail, de bovins pour alper, il y avait un moutonnier qui avait occupé l'alpage et qui malheureusement n'était pas en très bon état. On se dit qu'on devait faire quelque chose avec ce bâtiment et avec une équipe du ski club, la commission de Louis d'août, nous avons mis en route le travail pour faire un refuge d'alpage avec certaines obligations, que l'alpage soit exploité, avec l'obligation de faire un logement pour les bergers, pour les exploitants. Et nous avons passé des heures et des heures de bénévolat pour retaper ce refuge. Je me souviens, un samedi après-midi, j'étais monté par les trailles, j'arrivais à Louis d'août, il y avait Pierre Delaloy qui était un des grands promoteurs. J'ai dit « Ah, tu as trouvé quelqu'un pour t'aider ?»
il y avait une personne équipée en costume de cosmonaute qui était debout sur un fût de mazout, qui traitait les poutres avec une bouille à sulfater. Elle a dit, c'est pas un ouvrier, c'est mon épouse Nicole. Alors depuis ce jour-là, je me suis inquiété et j'ai rameuté un petit peu les gens du ski club, surtout les gens de métier, électriciens, maçons, menuisiers, etc. Et nous avons fait une équipe de base. Et tous les samedis, là-haut, pendant une année ou deux, on a fait que ce refuge soit aujourd'hui un très beau refuge. Et dans tout cela, pour se maintenir en forme, j'ai toujours pratiqué un peu de sport. Spécialement depuis la cinquantaine. J'avais 53 ans quand ils ont fait la première course à Sainte-Catherine à Saillon. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la course. Parce que cet été-là, mon fils avait eu un accident et puis il m'avait dit je ne peux plus faire de football, je veux faire de la course à pied. Et puis il m'avait dit j'ai vu que tu avais des bonnes pantoufles, moi je te donne les cuissettes de footballeur et puis je vois que tu es un petit peu bedonnant, alors tu vas commencer à faire la course à pied. Alors discrètement, je suis parti le soir, presque en cachette, courir le long du canal, un quart d'heure, après 20 minutes, puis après toujours plus. Pour finir, j'avais un circuit et je me trouvais assez à l'aise. Et étant donné que j'étais soucieux, que j'étais fatigué, en arrivant le soir, j'allais faire une course, je revenais à la maison, une bonne douche, un bon souper, et j'étais retapé. Vu cette préparation, je me suis inscrit pour la première course. Et puis j'ai dit, ouais, les Saïenais, ils vont rire en disant, oh, Garcia, il se met à courir. Puis il reste des gamins qui passaient à côté de nous juste avant la course. Ils se moquaient de nous en disant, allez les vieux. Ben, ces jeunes-là ne savaient pas que 27 ans plus tard, j'ai encore refait la course pour mes 80 ans avec ma petite fille et mon petit-fils. Parallèle de la course à pied, j'ai toujours été un peu passionné, attiré par la montagne. Pas mal de marches en été avec les enfants et j'aimais pas trop le ski de piste. Alors je suis mis au ski alpiniste et encore une fois, ils avaient m'entraîné dans ces aventures. J'ai fait la patrouille de la Maya, j'ai beaucoup souffert, c'était l'année de la patrouille. Et puis j'avais fait pour mes 60 ans la course Morat-Fribourg. Xavier m'a dit qu'il faut faire la patrouille des glaciers. Alors on s'est pas mal entraîné. J'avais tellement souffert à la patrouille de la Maya qu'après je me suis davantage pris en charge seul et j'ai fait 16 entraînements de plus de 2 heures à plus de 2000 mètres d'altitude avant la patrouille des glaciers. Et on a fait la patrouille des glaciers, j'avais 61 ans. Bon, j'ai fait la petite patrouille naturellement, à Rollin-Verbier, mais 7h06-29. Et je me souviens, quand on arrivait à Verbier, j'ai couru avec Xavier et Claudie Raymond. J'ai dit à Claudie, c'est midi et demi, on a fait 8 heures, le temps qu'on a prévu. Et Claudie m'a dit, mais Garcia, c'est pas midi et demi, c'est 11h35. Et effectivement, on avait fait 7 heures. J'ai aussi fait Siardinal, c'est assez une course mythique. Là, j'ai des souvenirs extraordinaires. On part le matin, au mois d'août, c'est encore nuit. Beaucoup, les gens bien équipés, avec des lampes frontales, etc. Nous n'avons rien du tout. Et à la montée en dessous de Saint-Luc, il y avait un peu de bouchon, on se patientait un petit peu, puis il y avait toute une série d'athlètes, de dames de Genève, qui m'ont dit « Ah, le pépé, là, s'impatiente ». J'ai dit bon, on va y aller. Arrivé à Saint-Luc, j'ai eu des crampes. Et puis on m'a dit, oh mais il faut te faire soigner, il y a les masseurs là. J'étais me faire soigner et tout. Après, ça allait de mieux en mieux. Et sur le parcours entre Saint-Luc et l'hôtel de Veille-Sombre, on courait gentiment. Il y avait une autre personne qui courait avec moi de mon rythme et tout.
Et puis on se parlait, et puis je lui ai dit, est-ce que vous courez pour le temps ou bien pour la médaille? Il a dit surtout pour la médaille. J'ai dit pourquoi? Il a dit, bien, je suis fournisseur de la médaille, des médailles, je suis huguenin du Locle. D'accord. J'ai couru avec lui, il a dit alors moi je fournis depuis tout le temps les médailles pour Ciardina, alors de temps en temps je viens faire là. Je vais quand même vous raconter ma version de l'histoire de Farinet. Le 17 avril 1880, quand le corps de Farinet a été ramené à la commune de Saillon, mon grand-père Joseph Roduit, instituteur, secrétaire communal, officier, a participé à l'autopsie. Et le médecin avait découvert la tête et puis avait décrit hématome, bras droit, etc. Puis mon grand-père a pris son crayon dans la pochette de son veston et puis il l'a placé dans l'impact de la balle et puis il a dit au docteur « Et ça c'est quoi ?» Et il a été décrit dans la suite, dans les rapports, qu'effectivement c'était l'impact d'une balle. Et mon grand-père a dit dans la population, Farinet a reçu un pruneau. Parce que la maréchaussée ne voulait pas avoir le nom d'avoir tiré Farinet. Il ne fallait pas que ce soit dit que c'était les gendarmes qui avaient tiré Farinet. Farinet, presque un pauvre, un bienfaiteur d'humanité, il a fait la monnaie qui est distribuée à tout le monde. Il ne s'est pas enrichi. Quand il est mort, sur lui, il avait un porte-monnaie et il y avait 30 francs dedans. Et on a couru après lui avec un fusil, on l'a tiré dessus comme un grand brigand. C'est un monde. Hein. Et ce que je vous raconte là, c'est pas une légende. Mon grand-père est mort en 1942, j'avais 9 ans. Quand il est décédé, il nous a raconté cette histoire de Farinet. Il était encore fâché à son vieil âge du gouvernement d'avoir pourchassé un homme qui avait peur du bien. Naturellement, il n'avait pas fait tout juste, il s'était évadé de prison, etc. Mais enfin, c'était des broutilles à côté. Hein. Et donc moi, je défends toujours cette idée. Et après, la justice a cité au tribunal de Martigny, 2 semaines après, assez rapidement, vers la fin mai, elle a été citée au tribunal de Martigny avec mon grand-oncle, l'oncle Alexandre, qui était conseiller communal aussi. Donc les 2 frères étaient cités au tribunal de Martigny. Puis le président a posé la question, lieutenant Roduit, est-il vrai que vous avez dit que Farinet a été tiré par les gendarmes? Il a dit non, monsieur le président, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle avait reçu un pruneau. Et quelques temps après, ils ont été cités au tribunal et l'affaire a été classée sans suite, mais ils ont été condamnés à payer les frais de la séance, 6 francs et quelque chose. Dans les annales d'André Donnet, on trouve encore tout le détail de cette histoire. Dans le corridor de la ferme des Vergers, mon père a fait inscrire « Prière, étude, travail, le succès se trouve dans la volonté ». Et ça m'a marqué toute ma vie.